Magazine. Bienvenue à tous sur Télé 50 et merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission Décryptage. Décryptage, votre magazine d'actualité qui vous permet d'avoir une idée précise, décrypter l'actualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir Joseph Bangakia. Il est de l'ADH, l'Alliance des démocrates humanistes, un parti de la plateforme majorité présidentielle. Il est notre invité. On va faire le point sur un sujet qui reste toujours d'actualité, la révision de la Constitution, mais également avec une réflexion assez, une réflexion assez pertinente sur cette question. Bienvenue d'abord et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez apporté une réflexion sur cette question de la réforme ou des réformes institutionnelles en République démocratique du Congo, le vrai débat et le rôle du peuple dans la construction de son avenir. Alors, la première question que je vous pose, pourquoi dites-vous que le peuple risque de se voir voler le droit de décider par rapport à cette question? Merci beaucoup, Floride. Je le dis et je l'assume. Je le dis pourquoi? Parce que, comme vous le savez, actuellement, nous parlons, le débat public porte sur la révision de la Constitution, porte sur les échéances de 2016. Et ce débat, il est fait sur le dos du peuple et sans le peuple. Il est fait, chacun a ses positions et personne ne veut que le peuple arbitre. Quand je parle de personnes, je parle principalement des personnes qui ne sont pas congolaises, qui font de l'ingérence étrangère. Notamment les États-Unis par rapport à la position récente. Quand l'Amérique dit par exemple que vous n'avez pas le droit, en parlant de l'Afrique, les présidents qui ont plus de 2 mandats n'ont pas le droit de faire une refonte constitutionnelle. Vous pensez à eux? C'est bien dommage parce que je suis un ami des États-Unis d'Amérique. J'ai bénéficié de plusieurs formations politiques à la Maison-Blanche, au Congrès, dans plusieurs universités américaines. Ce n'est pas ainsi que s'est construit les États-Unis. Les États-Unis se sont construits sur la primauté du peuple. Et leur constitution commence par « we, the people », qui veut dire « nous, le peuple ». Et les valeurs que les États-Unis déclarent défendre sur toute la planète, c'est précisément cette primauté du peuple. Et il est étrange de voir des officiels américains refuser au peuple congolais ce pourquoi le peuple américain s'est longuement battu. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que ce sont des postures qui sont destinées à l'opinion publique américaine interne, mais il est dommage que certains acteurs politiques congolais qui se déclarent démocrates, au lieu de demander l'arbitrage du peuple et de se prévaloir du soutien du peuple, ils se prévalent du soutien des puissances étrangères. C'est vraiment un recul énorme. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'actuelle constitution, la constitution de la RDC, est issue de la belligérance, des belligérants? Je vais être franc, même pas franc, c'est l'évidence. Cette constitution a été élaborée, premièrement, même pas dans notre pays. Et c'est un drame parce que depuis 1885 jusqu'à ce jour, les décisions pour le devenir de la RDC, du Congo, viennent toujours de l'extérieur. Il est temps que ça cesse, il est temps que ce soit cette fois-ci le peuple qui décide. Cette constitution elle a été utile. Elle est utile. Elle nous a permis de démarrer ce cycle d'élections démocratiques. Elle a des mérites. Mais on ne peut pas refuser aux intellectuels de réfléchir sur sa pertinence jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas refuser
à une majorité de vouloir engager ou des réformes constitutionnelles, genre révision, ou carrément de proposer une autre constitution. Tout cela doit se faire à une seule exigence, que ce soit le peuple qui décide et que la procédure de consultation du peuple soit transparente, soit équitable et qu'elle ne souffre d'aucun vice. Voilà. Alors, quand vous décriez le fait que le peuple congolais, le souverain primaire, n'est pas associé par rapport à cette question, à qui faites-vous allusion? Vous parlez des partis politiques qui appellent aujourd'hui le peuple à pouvoir boycotter ou l'idée de pouvoir réviser la Constitution? C'est à ça que vous pensez? Floride, nous décryptons les événements. Donc, on dit la vérité au peuple congolais. Je veux dire la vérité au peuple. La vérité, c'est que l'opposition, une certaine opposition, non pas pour amour du peuple, et surtout pas pour l'amour de la démocratie, car la démocratie, c'est justement consulter le peuple. L'expression populaire. Oui. Non pas par l'amour de cette constitution, car la plupart d'entre eux n'en ont pas voulu en 2006, mais tout simplement parce qu'ils se disent que si nous réussissons à tout bloquer, nous allons mettre hors jeu un redoutable adversaire qui est Joseph Kabila. Franchement, ce n'est pas loyal. Ce n'est même pas juste. Premièrement, moi je considère qu'il n'y a que le peuple qui doit décider de ses dirigeants et qui décide qui reste, qui part. Pourquoi l'opposition ne veut pas s'investir pour mobiliser le peuple, convaincre le peuple et gagner à la loyale? Et ce reproche, je le fais aussi à certains acteurs majeurs qui quittent leur terrain d'origine, dans lequel nous leur donnons le respect qui leur est dû. Mais la démocratie, c'est que aussi vous respectiez la position de l'opposition. C'est ça la démocratie, le fait de dire oui et le fait de dire aussi non. Mais tout à fait. Vous savez, là vous avez touché le point important. L'opposition fait de la politique. Je vous ai dit que l'opposition, sa démarche, c'est, on insiste sur ce point pour que Joseph Kabila, qui est l'homme à abattre, qui va nous battre aux élections et qui nous a toujours battus aux élections, soit hors jeu. C'est la démarche de l'opposition. Et à cette démarche, il aurait fallu et il faut que la majorité soit ferme. Ferme, c'est-à-dire être rassemblée, être combative, s'assumer et prendre les décisions qu'elle estime justes parce qu'elle en a la légitimité dans l'intérêt de la République. Mais la majorité, c'est vrai, refroidie par des frustrations qui, je l'espère, vont prendre fin incessamment. La majorité ferait bien, et j'espère, et je suis convaincu qu'elle va le faire, malgré certains couacs que nous avons soulignés, et c'est normal dans une famille, c'est normal là où il y a le débat. Il faut que la majorité s'assume tout simplement. Alors, quand vous parlez de la décision du peuple qui n'est pas respectée, le fait que l'on ne donne pas à la population le droit de pouvoir décider par rapport à cette question, mais vous incombez en même temps la faute à la communauté internationale. Pourquoi? Je le dis parce que depuis toujours, la communauté internationale a eu un rôle sur lequel on peut s'interroger. Je vous dis que les grandes décisions qui concernent la vie de la RDC ont été prises par les grands pays occidentaux dont les intérêts souvent n'ont pas été ceux du peuple congolais. Je commence en 1885 avec le partage de l'Afrique comme un gâteau, sans état d'âme, sans voir les réalités africaines. L'Occident ne voit jamais les réalités de l'Afrique, elle voit ses intérêts. Et c'est dommage qu'une certaine classe politique ne se batte pas pour plus de souveraineté et plus de dignité. Depuis 1885 jusqu'à nos jours, vous voyez les positions des Occidentaux qui sont à géométrie variable. Ici, on condamne, ici, on ne dit rien, ici, on soutient, ici, on se tait. En Algérie, on s'est tu quand on a fait sauter le verrou constitutionnel. Pourtant, le président est plus âgé, il est hélas souffrant. Au Rwanda, on ne dit rien. Au Congo-Brazzaville, on est tolérant. En RDC, on sort les biceps. En Libye, on envoie des avions. En Irak, ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Il faut qu'il y ait un partenariat
respectueux. Je le dis comme ami. Vous l'aviez dit ce terme également dans votre... Et je le dis à plusieurs diplomates avec qui j'ai d'excellentes relations. Il est temps que la dignité et la souveraineté de l'Afrique soient sans concession. Mais le reproche, je le fais aussi aux dirigeants africains. Je le fais aussi aux élites africaines qui n'ont pas suffisamment défendu cette dignité de l'Afrique. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'apporter cette rupture entre la communauté internationale d'une part et aujourd'hui les États africains? Alors que, d'après l'histoire, on a toujours vécu ensemble dans ce genre de partenariat. Pourtant, vous parlez d'un partenariat responsable, respectueux. Non, ne réécrivons pas l'histoire. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, l'Occident, dans ses rapports avec l'Afrique, ce ne sont pas des rapports équitables, égaux, jusqu'à présent. Il faut vraiment que les Occidentaux se mettent en question. Et comment vous envisagez cette rupture directement comme ça? C'est tout simplement ce sursaut, pas de nationalisme, mot que je n'aime pas beaucoup, mais de dignité, de souveraineté. Et c'est pour ça que je soutiens le professeur Kinké Moulumba, avec qui nous avons créé Kabila Désir, à son initiative. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. Pourquoi certains pays tapent sur Joseph Kabila? Ce n'est pas pour les raisons qu'on croit, c'est parce que le président de la République est un homme pour qui la dignité de la RDC, la souveraineté de la RDC ne sont pas négociables. Il le dit avec force à ses interlocuteurs occidentaux qui ne sont pas habitués à avoir en face d'eux des interlocuteurs aussi décidés et qui veulent écrire une page sans Kabila. Et c'est là où le peuple doit se lever. Car c'est au seul peuple congolais que revient le droit de choisir ses dirigeants, à qui revient le droit de choisir son avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple, vous l'avez consulté? Est-ce que vous avez, auprès du peuple, eu l'assentiment d'une population qui a véritablement envie de changer une constitution aujourd'hui? Bon, premièrement, il faut qu'on soit d'accord sur le principe. Le principe, c'est que c'est le peuple qui est souverain et lui seul. Deuxièmement, il y a la compétition politique que l'opposition. Nous avons un bilan parce que nous sommes en responsabilité. Un bilan a des atouts et a des faiblesses. Nous allons parler de nos atouts, que le bilan parle des faiblesses, que l'opposition parle des faiblesses. Moi je les invite, j'invite l'opposition à une compétition loyale auprès du peuple congolais pour expliquer au peuple congolais pourquoi eux ne veulent pas que nous apportions les changements constitutionnels et institutionnels que nous voulons faire. Et nous aussi, de notre côté, nous allons présenter nos arguments. L'exigence que je partage avec tout le monde, c'est que la consultation populaire, les élections, le référendum doit être sans tâche, équitable et inattaquable. Voilà. Alors, vous avez également fait appel à l'élaboration d'une démocratie sur le modèle africain. Ça veut dire quoi? Une démocratie africaine. Ça veut dire que l'Afrique s'est construite à travers l'histoire d'une manière singulière qui, comme le chemin de tout homme, n'est pas comparable à celui, par exemple, de l'Europe. On ne peut pas aveuglément copier le modèle occidental en Afrique. Ça ne marchera pas. Les pays qui émergent aujourd'hui, ce sont des pays qui ont su allier les points positifs de la culture occidentale avec les points positifs de leur tradition, de leur histoire. Le Japon, la Chine, le Brésil, tous les pays qui ont émergé. Pourquoi l'Afrique, qui pourtant a des valeurs cardinales, doit être fière de sa tradition, de son histoire? Pourquoi l'Afrique abandonne ainsi sa culture, son héritage? Et la chose que je demande, c'est que nous réfléchissions à cette démocratie adaptée à l'Afrique, où par exemple la notion opposition-majorité n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans nos sociétés. Pourquoi aujourd'hui on doit absolument nous imposer que tel monsieur qui est mon frère, mais le monde parce qu'il est dans telle position. Le monde évolue. Oui, mais il faut qu'il évolue dans la bonne direction. Il doit évoluer dans la bonne direction et non pas dans la direction qui nous est imposée par des personnes
qui se sont construites différemment et qui n'ont pas... On voit ce qui se passe à Ferguson, aux États-Unis. Oui. L'Occident aussi souffre de maux plus graves. Le génocide contre les Juifs, le racisme, l'esclavagisme. Ce sont des choses que les Africains n'ont pas faites ou presque pas faites. Donc, ce que moi je demande, c'est que cette notion majorité-opposition qui n'est pas ancrée dans notre culture, pourquoi ne pas la remplacer par la notion de l'arbre à palabres, qui, elle, est africaine? Les concertations nationales, c'est oui, justement, l'État. Justement, la notion du dialogue, de la palabre, est une notion fondamentale en Afrique. Le respect du chef, on peut tout dire, mais l'Afrique a eu des grands royaumes et l'Afrique s'est construite sur le respect des anciens, des aînés et du chef. Pourquoi aujourd'hui l'opposition, certains opposants, insultent le président de la République? Parce que, et c'est une mauvaise copie de la démocratie à l'occidentale, ou plutôt là-bas, ce sont des arguments. Ce sont des arguments qui sont présentés avec force, tellement qu'on veut absolument copier, et voilà, on copie avec dérive. D'où il faut asseoir... On insulte et on n'argumente plus. D'où il faut asseoir une constitution ou bien des réformes constitutionnelles qui répondent aux réalités africaines, si je comprends bien. Il faut une profonde réflexion sur une constitution qui tient compte de notre histoire, de notre culture, de nos réalités, et qui met en place un système de gouvernement et des institutions qui permettent la palabre, qui permettent la solidarité dans le respect et qui permettent le développement intégré. Moi, j'invite les intellectuels, j'invite l'opposition à cette réflexion. Ne soyons pas une opposition vengeresse ou haineuse. Les autres acteurs qui sont du monde religieux ou intellectuel, quittons la haine, quittons cette fixation contre Joseph Kabila, mais transcendons et ayons cette réflexion. Dans 10 ans, dans 20 ans, on se félicitera de l'avoir fait. Alors, dans votre réflexion, vous avez refusé catégoriquement de condamner le peuple, alors que la prise de conscience devait être aussi populaire, collective. Ça veut dire que la part des responsabilités doit être, la responsabilité doit être partagée aussi bien que vous avez condamné la communauté internationale, il fallait aussi condamner le peuple, qui peut-être n'accède pas à une prise de conscience populaire. Floride, comment condamner ce peuple pris entre 4 feux? Comment condamner le peuple qui, d'un côté, est sous le joug de la communauté internationale, qui considère l'Afrique comme un marché où il faut vendre ses produits, où il faut prendre des matières premières, c'est comme ça où il faut chercher des points de croissance, c'est comme ça que l'Occident considère l'Afrique. Ne nous y trompons pas. Et depuis l'histoire, ils n'ont eu aucun état d'âme pour développer toutes les stratégies, toutes les politiques et les guerres, s'il le fallait, pour maintenir les peuples africains sous leur joug oppressif. Comment condamner le peuple quand les dirigeants ne veulent pas faire les réformes qui s'imposent, n'ont pas le sens du sacrifice qu'il faut pour mettre le peuple avant leurs intérêts personnels? Le reproche que je fais aux dirigeants, je le fais aussi aux élites, à l'opposition, au monde religieux. À la majorité aux autres. Quand je parle de la classe politique, je parle de où les antivaleurs prospèrent, où l'amour de l'autre n'existe plus, où le seul objectif, comme le disait un ami à moi, un ancien vice-gouverneur aussi, c'est l'enveloppement. C'est donc avoir accès aux enveloppes, pouvoir distribuer des enveloppes dans le sens de l'argent qu'on distribue et dont on jouit, au lieu plutôt que ce soit le développement et le développement lui seul. Le peuple, moi, je ne le condamne pas et je ne l'appelle pas à la révolte ni à la rébellion. Ce que je demande, c'est une prise de conscience globale, c'est que la communauté internationale doit avoir les mêmes exigences qu'elle a pour leur pays, le même respect qu'ils ont pour leur peuple, ils doivent l'avoir autant pour les peuples africains. Voilà. Les dirigeants africains doivent avoir l'abnégation nécessaire pour servir leur peuple. Ils doivent avoir aussi la force nécessaire pour défendre, même devant l'Occident,
l'intérêt de leur peuple. Et les élites doivent jouer leur rôle de leadership, d'exemplarité. Et vous verrez que le peuple sera au rendez-vous. Alors, lorsque vous dites le vrai débat et le rôle du peuple dans la construction de son avenir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je suis surpris d'une certaine argumentation. Kabila doit partir. Qui a dit qu'il doit partir? Qui l'a dit? Non. Non à la révision constitutionnelle. Mais pourquoi non à la révision constitutionnelle? Car la révision est constitutionnelle. Et d'autres qui disent, touche pas à ceci. Mais ils le disent au nom de qui? Justement, au nom de qui le dites-vous? Dites plutôt, peuple congolais, manifestez-vous démocratiquement pour qu'on ne change pas ceci. Peuple congolais, votez massivement contre ceci. Ça, c'est un langage démocratique à votre avis? Ça, c'est démocratique. Vraiment. Et nous, désormais, parce que nous sommes révoltés contre cela, et c'est le sens même de l'association que le prof Kinkié a créée, les gens qui sont révoltés, cette majorité silencieuse, car elle existe. Quel est l'idéal là-bas au sein de cette association? Puisqu'il porte le nom du président de la République démocratique du Congo. C'est pas flatteur? Non, pas du tout. Floride, vous savez que Joseph Pangaka n'est pas un flatteur. Je prends la parole dans l'espace public pour nourrir le débat public. C'est quoi l'idéologie alors au sein de... Non, ce n'est pas question d'idéologie. Nous avons fait un constat. Premièrement, il y a trop de mensonges et de contre-vérités qui sont proférés contre Joseph Kabila. Quel péché a-t-il donc commis? Vous allez me dire que ici en RDC, l'espace est moins démocratique que dans les 9 pays voisins que nous avons?